Bien, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous pour ce premier Facebook Live depuis l'été. Alors c'est évidemment une double actualité, puisqu'il y a une actualité depuis mardi matin qui est l'incident, on peut évidemment appeler ça un début d'accident industriel, mais on va expliquer pourquoi on peut parler d'incident grave. Plutôt chez Norchim, l'entreprise, à côté des écoles Raymond Carbon et Jean Massé. On va revenir bien sûr en détail sur l'origine de l'incident et les décisions qui ont été prises très originellement de confinement et très rapidement après d'évacuation. Puis on a une deuxième actualité qui vient de se déclencher et qui malheureusement confirme que nous avons un problème de circulation qui s'aggrave et sur lequel nous travaillons assidûment. C'est le croisement entre nos rues principales et les passages à niveau, puisque nous avons une 8e fois depuis 2 ans un camion qui a atteint les caténaires, les câbles qui sont au-dessus des voies ferrées. Et cette fois-ci, c'est le passage à niveau 39, c'est-à-dire ce qu'on appelle Vulco, qui a été touché. Les 2 passages à niveau ont été fermés, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils devraient être réouverts dans les 15-20 prochaines minutes. Si j'ai d'autres informations, je vous les donne en direct. Mais on devrait être sur une réouverture plus rapide que la dernière fois. Mais ça n'empêche pas que ça confirme que nous avons un gros sujet, et je vais vous dire ce que nous avons fait depuis quelques mois. Alors sur Norchim, je regarde en même temps vos questions éventuelles. On a une manière simple quand même de bien se comprendre, puisque je dois tout à fait normalement des explications, forcément des justifications, mais des explications. Je dois d'abord vous rappeler que l'entreprise Norchim a pris la suite dans l'ancienne sucrerie de Saint-Leu de l'exploitation principale qui s'était arrêtée. Et c'est une entreprise de pharmacie. Donc c'est pas une entreprise de chimie au sens global du terme, mais c'est une entreprise de pharmacie. Donc elle a une action importante de production en petite série de médicaments qui après vont faire l'objet de tests avant leur mise sur le marché final. Donc c'est une action utile à la société, c'est une action qui emploie également une 50aine de personnes, dont un certain nombre habitent Saint-Leu-des-Cendres. Une fois bien sûr qu'on a dit ça, il est hors de question d'oublier que c'est une entreprise qui peut être à l'origine de certains risques. C'est notamment ce qu'on appelle une installation classée. Alors, ICPE dans le langage administratif, installation classée pour la protection de l'environnement. Alors il y a 5 niveaux d'installation classée. On est à peu près au niveau intermédiaire. Je vais vous redire que la plupart des entreprises n'ont pas besoin de classement. Ensuite, il y a un niveau de départ avec très peu de risques qui est ce qu'on appelle déclaration. Un petit peu au-dessus, vous avez l'enregistrement. Un peu au-dessus, vous avez l'autorisation. C'est le niveau de Norchim. Et puis, ça c'est le 3e niveau. Et puis le 4e et 5e niveau, c'est les niveaux qu'on appelle les entreprises Céveso. Donc Céveso seuil bas, 4e niveau, Céveso seuil haut, 5e niveau. On a dans la commune une entreprise Céveso seuil bas, donc 4e niveau de risque qui s'appelait jusqu'à il y a quelques années Praxair, qui est une entreprise de gaz industriel, qui est située bien plus loin du centre-ville de la commune, puisqu'elle est à la frontière avec Montataire, au bord de l'Oise, à l'endroit où il y a l'écluse également. Donc c'est une entreprise Céveso seuil bas. Alors comment on distingue les niveaux de risque, et c'est important de repartir de ce niveau de généralité, c'est bien normal. Une entreprise peut produire 3 types de risques. Une entreprise industrielle peut produire 3 types de risques. Un risque d'incendie qui peut se propager, donc qui peut détruire des bâtiments au-delà de son site, et qui peut produire de la chaleur, même si les bâtiments ne sont pas détruits, donc premier type de risque. Deuxième, un risque d'explosion, avec les dégâts évidemment qu'on peut imaginer, même s'ils sont forcément décroissants en fonction du rayon à partir duquel on se déplace. Et l'explosion produit ce qu'on appelle un effet de souffle, donc ça peut aussi aller jusqu'à briser des vitres assez loin. Et puis le 3e niveau, c'est
danger de dispersion, enfin le troisième type de risque, c'est un danger de dispersion de produits toxiques. Voilà. Donc c'est en fonction d'une analyse préalable que l'entreprise Norchim, comme bien d'autres, des centaines de milliers en France, est sur ce niveau d'installation classée, ce qui veut dire qu'elle est contrôlée régulièrement par l'État. C'est une direction régionale qui s'appelle la DREAL, et elle doit améliorer ses procédures en permanence pour limiter au maximum le risque. Donc, il y a des études de danger qui évoquent différents scénarios. Alors, qu'est-ce qui s'est passé mardi matin? C'est une opération par le personnel de Norchim qui met en œuvre plusieurs produits chimiques. Opération qui n'était pas du tout faite pour la première fois, donc qui semblait être assez cadrée. L'opération a commencé d'ailleurs à 5 h du matin, parce qu'il faut rappeler que l'entreprise fonctionne en 2/8, donc de 5 h du matin à 21 h le soir. L'opération a donc commencé, et le temps qu'elle prenne, qu'elle avance en termes de réaction chimique, il y a eu effectivement un emballement de cette réaction et un départ de feu dans le laboratoire. Les quantités de produits chimiques concernés sont vraiment très faibles, c'est 20 litres. Le produit chimique s'est évidemment arrêté, aux limites de laboratoire, mais par contre, il y en avait assez pour produire une inflammation des hôtes et de l'équipement du laboratoire, et c'est ce matériel-là, en brûlant, qui a commencé à dégager une forte odeur et une fumée noire, une forte odeur de plastique et une fumée noire. Donc c'est bien ces produits-là qui sont sortis du bâtiment et après qui sont sortis du site. Donc le calendrier, ou plutôt le timing, il est très précis, et on l'a reconstitué bien entendu dans ce qu'on appelle un retour d'expérience. À 8 h 20, les portes des 2 écoles ont été ouvertes, et la quasi-totalité des parents étaient déjà repartis quand, à 8 h 27, l'alarme de l'entreprise s'est déclenchée. Alors, une alarme de ce genre anti-incendie peut s'arrêter à un moment et reprendre après, mais c'était bien la première alarme de 8 h 27. L'entreprise a appelé les pompiers à 8 h 31 et également la mairie à 8 h 36 pour nous informer. Donc nos différents services scolaires et techniques et police municipale se sont rendus sur les lieux. J'ai été informé assez vite, ainsi que mon adjoint Stéphane Hautecoeur. Et à partir de là, avec le directeur des services, on s'est réparti les rôles sur 3 lieux. Moi, j'étais devant l'entreprise avec le commandant des pompiers et les gendarmes. Stéphane Hautecoeur a géré directement avec les services l'évacuation de l'école une fois que je l'ai décidé. Et le directeur général des services, M. Fabot, à partir de la mairie, a géré tout le reste, c'est-à-dire les relations avec la communication et avec l'accueil. Il est un fait que le premier réflexe dans ces cas-là est plutôt au confinement, et c'est bien le réflexe qu'on a eu, parce qu'il y a eu à peu près 10 minutes où les enfants sont rentrés dans les écoles. Ce qui m'a amené à décider l'évacuation, c'est plusieurs choses. C'est l'idée que le feu pouvait effectivement s'aggraver et sauter la voie ferrée, parce qu'entre les écoles et l'entreprise, il n'y a que la voie ferrée. C'est l'idée qu'on n'avait effectivement pas complètement d'informations suffisantes, et c'est bien normal, sur la toxicité. Et donc, même si le confinement consiste à se mettre en sécurité à l'intérieur d'un bâtiment, pour qu'il soit vraiment renforcé et étanche, il faut rapidement beaucoup d'opérations de calfeutrage de toutes les huisseries, et ce n'était pas forcément envisageable avec du personnel d'éducation qui est très logiquement plutôt affecté à tranquilliser les enfants. Et puis on avait de la présence du personnel à côté, et on avait surtout une solution de repli qui n'existe pas forcément dans toutes les crises, mais qui là existait et dont on connaît l'existence bien à l'avance, c'est la salle agriculture. Donc c'est une salle qui n'était pas sous le vent, puisque effectivement la réflexion de départ c'est d'où vient le vent et où va-t-il. Donc le vent venait du sud et il allait vers le nord.
Et on a fait déplacer les enfants vers l'est, vers la salle agriculture, qui est 150 mètres plus à l'est, et donc qui est clairement, pour répondre à certaines questions, plus loin du problème que l'étaient les écoles. Donc on a éloigné les enfants, à un moment où il était encore temps de le faire, et vers une destination qui présentait beaucoup d'avantages. Une grande salle, des toilettes, la proximité de la cantine si jamais ça devait durer, et la capacité d'accueillir les 250 enfants des deux écoles en même temps. Donc c'est en fait la stratégie qu'on a adoptée quand je l'ai décidé à 8h48. Je suis très précis parce que nous avons reconstitué tout ça, et 14 minutes après, l'ensemble des élèves étaient arrivés à leur pointe d'arrivée. C'est plus qu'un exercice, c'est un beau test d'efficacité, et ils y sont restés jusqu'à la fin de la matinée. Les parents des enfants externes ont été appelés par nos services pour qu'ils viennent chercher leurs enfants devant la salle agriculture. Il y avait également des affiches au niveau de l'école de manière à ce qu'ils ne restent pas devant l'école. Et les enfants demi-pensionnaires qui mangeaient à la cantine, ils sont restés dans la salle agriculture jusqu'à l'heure de cantine, et tout le monde s'est retrouvé dans les classes en début d'après-midi. Donc voilà l'explication à la fois du déclenchement, de la décision d'évacuation. On a eu très peu de commentaires sur une histoire d'odeur qui est en fait totalement différente. Il y a eu la veille au soir de l'épandage agricole, comme ça se fait régulièrement à cette période de l'année. Donc c'est une odeur qui est très ponctuelle, qu'on a pu déjà ressentir plutôt à l'ouest de la commune il y a une quinzaine de jours, et qui lundi soir était plutôt ressenti dans l'est de la commune, côté Croix-Haute. En fait. Donc ça n'a rien à voir avec le déclenchement du problème que j'ai évoqué. Donc c'est évidemment d'abord un problème humain, puisqu'il y a du personnel de l'entreprise Norchim, dont certains habitants de Saint-Leu, qui ont été incommodés par le dégagement de fumée au point de devoir être emmenés au centre hospitalier, mais ils sont tous ressortis dans la soirée. C'est évidemment un problème de gestion de crise pour nous, puisque c'est évidemment pas très fréquent de devoir prendre des décisions d'évacuation d'école. Et c'est un problème économique pour l'entreprise qui a un laboratoire hors d'usage, une partie de son laboratoire hors d'usage, ce qui induit forcément des retards de production et de livraison. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Nous avons sur Facebook fait un premier communiqué à 9h50 pour informer que l'évacuation s'était bien terminée, et à 12h30 pour confirmer que tout était rentré dans l'ordre et que les enfants allaient pouvoir revenir. Je pense qu'à ce stade, je peux regarder maintenant vos questions que j'avais un petit peu négligées. Il n'y a pas de questions, il y a des remerciements. Il y a des remerciements, tant mieux. Le son est un peu faible, je ne sais pas si je mets à fond, mais... si moi je peux... Faut parler plus fort. Faible ou très faible, alors il faut que je fasse quelque chose. Ma voix est déjà basse de nature, ça n'empêche pas qu'elle soit suffisamment forte, donc je vais être plus fort. Je ne vois pas de questions. Estelle Sueur, conseillère municipale, qui est la maîtresse de cérémonie, me le confirme. Donc je voudrais peut-être vous dire que, bien entendu, il ne faut pas que ça se présente trop souvent, ce genre de problème. L'entreprise, encore une fois, a des procédures de sécurité. Elle va évidemment prendre en compte ce qui s'est passé et en tirer les leçons. C'est une entreprise qui n'est pas refermée sur elle-même. Je voudrais d'ailleurs signaler à ceux qui s'en souviennent qu'en 2013, nous avions organisé une journée de la sécurité civile avec une exposition sur les risques en mairie, mais aussi une visite le même jour
de toutes les entreprises industrielles un peu sensibles de Saint-Leu, et notamment Norchim qui s'était prêté au jeu, ainsi que la centrale EDF, mais aussi l'entreprise dont j'ai parlé tout à l'heure, Praxair, qui est devenue maintenant Messer. Donc on pourra tout à fait refaire cette journée porte ouverte chez Norchim. Monsieur le directeur de l'entreprise en est d'accord. Il a également accepté ma proposition qu'il participe à une réunion en mairie sur le retour d'expérience avec les gendarmes, les pompiers, l'éducation nationale, qui a très bien réagi également, et les services municipaux, de manière à ce que tout le monde refasse quand même le point sur cette opération. Voilà. Une question en dehors de Madame Maya qui demande s'il y a des cas Covid dans les écoles. Alors, je vais revenir sur le Covid. Je réponds quand même à une question qui vient d'arriver, qui peut-être la personne n'a pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on n'est pas du tout en pleine zone Céveso. L'entreprise Norchim n'est pas une entreprise Céveso et la salariculture non plus. Donc, je pense qu'il y a une petite erreur d'interprétation. Et j'ai dit que le confinement a été effectivement le réflexe, mais comme dans toute gestion de crise, on optimise ses décisions en fonction des informations. Il m'a semblé nécessaire d'éloigner les enfants et d'éviter un confinement qui pouvait psychologiquement être quand même compliqué à gérer sur la durée. Et ça me semblait effectivement plus facile, et ça l'a été, salariculture. Donc voilà, je pense avoir répondu. Le son est encore faible, donc il faut que je parle plus fort. Il est vrai qu'on avait trouvé un autre système, mais que là on a été un petit peu pressé, notamment par cet incident dont je redis à ceux qui ne l'ont pas entendu qu'il a eu lieu un peu à 18h30, mais que la circulation est réouverte depuis 5 minutes. Donc circulation réouverte sur les 2 passages à niveau. Il y a un train qui est resté sur les voies avec 37 personnes à l'intérieur, et quand tout sera sécurisé, les personnes pourront descendre du train et évacuer par bus. Il y aura un bus vers 18h30. Donc, vous voyez, mes adjoints, Sébastien Roth, adjoint aux travaux, et Stéphane Hautecoeur, adjoint à la sécurité, nous donnent les nouvelles en direct. Et je les remercie d'être sur le terrain. Stéphane devait être avec moi dès le début pour parler de Norchim, mais l'actualité nous a amené à nous répartir les rôles comme je viens de l'indiquer. Voilà, alors toujours pas d'autres questions. Alors, donc, la question sur Céveso venait du fait qu'on ne m'avait pas entendu, donc j'espère que j'ai été plus fort la deuxième fois. Comment être prévenu quand vous faites une vidéo? C'est des posts sur Facebook qu'il faut donc consulter un peu régulièrement. Je pense qu'on le met aussi en page d'accueil du site internet. Encore des remerciements pour les employés de Norchim. Quand j'ai dit qu'ils sont incommodés, c'est qu'effectivement ils ont entrepris de se battre contre le feu, et effectivement, et je rejoins cette dame, ils ont empêché que le feu ne se propage, donc on peut les remercier également. Et cette personne est évidemment l'exemple suprême de quelqu'un qui est employé de l'entreprise, mais qui a également un enfant à la maternelle, donc là, évidemment, elle fera tout pour éviter que les difficultés se propagent, et je vous remercie, madame. Alors, sur le Covid, la question était: y a-t-il des cas Covid dans nos écoles? Donc il y a, comme partout, des cas, des symptômes qui peuvent inquiéter les parents. Il y a dans certains cas des médecins qui demandent un test. Il y a des tests en cours, que je le sache ou que je ne le sache pas forcément.
mais il n'y a pas, à l'heure où je parle, de cas confirmés qui nécessiteraient ou une fermeture de classe ou une fermeture d'école. Vous avez peut-être vu d'ailleurs depuis hier soir que le ministre de la Santé a évoqué l'idée que la contagion d'un enfant à l'autre étant faible, un cas confirmé pourrait évidemment être sorti de l'école, mais il n'est pas forcément nécessaire il ne sera pas forcément nécessaire, au coup par coup, de sortir de l'école les cas contacts. C'est quand même une information importante depuis hier soir, donc on n'en est encore une fois pas là, mais sachons que la doctrine est un peu en train d'évoluer. Pas d'autres... Madame Maya qui demande s'il y a une newsletter pour aviser des vidéos. En fait, c'est un post. C'est un post sur Facebook qui vous avertit des vidéos. C'est ça. Donc effectivement, il faut consulter le compte Facebook périodiquement, régulièrement. On a décidé évidemment ce Facebook-là, après l'incident et l'incendie de mardi matin. Donc celui-là n'était pas annoncé davantage à l'avance. Voilà, est-ce que je... On dirait que ça fonctionne. C'est bon. C'est bon, alors est-ce que je peux vous donner un éclairage sur le deuxième sujet de la semaine, puisqu'on a vu que tout à l'heure il y avait encore un blocage des 2 passages à niveau. L'origine de l'incident est une 8e fois depuis 2 ans, je l'ai dit, un camion qui a arraché un câble au-dessus d'un passage en niveau. Alors ça m'amène à vous résumer un courrier que j'ai envoyé après le 7e incident, le 30 juillet de cette année. Un courrier adressé à la fois à 3 personnes, à la fois à monsieur le préfet, qui a changé depuis, maintenant c'est une préfète, puis en même temps à madame la présidente du conseil départemental, mais aussi au président de SNCF Réseau, qui s'appelait avant Réseau Ferré de France, qui exploite les infrastructures ferroviaires. Le titre de mon courrier est le suivant: graves difficultés communales liées au trafic routier et ferroviaire, et j'attire l'attention de chacun sur la situation particulière de la commune, avec 2 routes départementales très fréquentées et qui se croisent, le RD 92 avec 15 000 véhicules par jour, de l'est en ouest, d'est en ouest, et la RD 44 qui, du nord au sud, maintenant représente un trafic de 12 000 véhicules par jour sur le pont de Saint-Lô, dont 6% de poids lourds. Et ces trafics pour le CD 44 ont énormément augmenté depuis 10 ans, puisque il y a 10 ans, je vous aurais dit 8 000 véhicules par jour, maintenant c'est 12 000. Donc, ma première demande est de solliciter à nouveau le conseil départemental sur la possibilité d'une déviation nord de la commune. Je rappelle qu'il y a eu un projet de 2010 qui n'avait pas rencontré l'adhésion des communes voisines, sauf que la situation s'est aggravée. Je vais vous lire après la réponse toute récente de la présidente du conseil général, ainsi que les discussions que nous avons eues ici même avec monsieur le sous-préfet qui s'est déplacé aussi pour nous écouter et nous répondre. En parallèle, je pose la question de la nécessaire limitation du tonnage sur le pont de Saint-Lô, qui est un ouvrage départemental, alors pas pour des raisons de sécurité liées à la solidité du pont, pas de rumeurs et d'exagération à ce niveau-là. Le pont, on le sait, est taillé pour, il est vérifié tous les 3 ans, il a fait l'objet d'une rénovation très importante, vous vous en souvenez, en 2007. Mais il serait quand même important maintenant de se demander s'il est logique que le trafic poids lourd à ce point vienne sur le pont et donc traverse la voie ferrée avant d'arriver sur le pont. Donc j'annonce que je vais demander à monsieur le préfet d'accorder une première limitation de tonnage qu'il faut définir. Puis il y a une 3e demande de ma part sur ce courrier qui concerne les passages à niveau de centre-ville. Donc on en a un en centre-ville complet
à la gare le passage à niveau 37 et un à Vulcaud, je l'ai déjà dit. Donc je rappelle la longueur des files d'attente dès qu'il y a un problème, l'impact que ça a sur les nuisances sonores, mais aussi les risques pour la sécurité. Et je rappelle qu'il y a eu donc 7 incidents sérieux depuis 2007. Aujourd'hui, ça fait 8. Et qui souvent viennent du non-respect des hauteurs de sécurité par les chauffeurs de poids lourds, ce qui, après l'accident, coupe la ville en deux, monopolise les agents et les services. Je rappelle dans ce courrier que nous demandons la pose d'un radar de franchissement de passage à niveau. Radar de franchissement de passage à niveau, c'est-à-dire différent du radar de vitesse qui vient d'être installé devant l'école Raymond Clermont. Donc cette demande est en cours d'étude. Et puis il y a une nouvelle demande qui provient de chiffres très précis. La hauteur de ce qu'on appelle le gabarit, c'est-à-dire l'encadrement en dessous des câbles électriques, l'encadrement au-dessus du passage à niveau, cet encadrement, ce gabarit est à 4,20 m. Et les lignes électriques sont à 4,40 m. Ce qui est plus bas que d'autres passages à niveau de la ligne Creil-Pontoise sur laquelle nous sommes installés, qui eux sont plutôt à 5 mètres. Donc je demande qu'on me confirme ou qu'on invalide ce constat, qui semble sérieux, et nous souhaitons des travaux pour remonter les caténaires. Encore une fois, tout s'y met, vous l'avez compris, il y a un développement économique, un développement du trafic, des effets d'aubaine qui consistent à dire on peut passer par Saint-Leu, et il y a et les attentes au moment du passage à niveau, un gabarit et des câbles trop bas par rapport à ce qu'ils devraient être, à notre avis. En fait. Voilà, et donc j'appelais à les réunions avec les différents services de l'État, du Conseil départemental et de SNCF dès septembre. Nous y sommes. En fait, j'ai eu déjà 2 contacts sur les 3. Monsieur le sous-préfet a souhaité venir et discuter avec nous de tous ces sujets routiers. Donc la prochaine étape sur son conseil, c'est de faire un dossier qui demande une déviation et donc une restriction de l'utilisation du pont. Sauf que ce dossier doit être présenté pour avoir la moindre chance d'aboutir à une commission départementale de sécurité routière qui réunit un grand nombre de services, mais aussi des représentants des communes. Donc ça veut dire qu'il faut être particulièrement convaincant, puisque, à l'évidence, un trafic routier qui serait dévié pour ne plus passer sur Saint-Leu devrait passer ailleurs, sauf à se transformer en trafic fluvial, ce qui serait une bonne chose, ou trafic ferroviaire, ce qui serait une bonne chose. Tout trafic routier doit passer quelque part. Dans l'état actuel des équilibres économiques. Donc il faut forcément convaincre que notre refus de faire passer du trafic lourd va impacter modérément peut-être d'autres communes. Donc ça c'est la voie à suivre indiquée par monsieur le sous-préfet qui nous aidera, mais il faut bâtir des consensus. Sur les autres éléments de ce que j'ai demandé, la réponse de Madame la Présidente du Conseil Général qui a été reçue le 15 septembre est intéressante aussi, puisque sur le projet de déviation, elle reconnaît que les études faites en 2010 n'avaient pas fait l'objet de consensus avec les communes voisines, et qu'il n'a pas été possible d'aller plus loin dans la réflexion à ce stade, mais elle m'annonce que le département est prêt, pour sa part, à revenir à la table des discussions en associant l'ensemble des communes concernées par une variante du tracé proposé à l'époque. Et donc les communes concernées seraient Thiverny, Saint-Leu, Villers-sous-Saint-Leu, Précy-sur-Oise, Blaincourt-les-Précy, mais aussi Cire-les-Mélos, Maïzel et Cramoisy, susceptibles d'être intéressés par une solution nouvelle. Voilà sur ce point qui est donc nouveau et intéressant et que nous allons évidemment poursuivre. Pour le pont, la présidente du conseil départemental me rappelle, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il est en bon état structurel. Il y a par contre, bien sûr, une prise en compte de notre souhait de limiter le tonnage,
qui permettrait d'identifier un itinéraire alternatif. Et donc là, on retrouve la même réponse que monsieur le sous-préfet, avec un dossier technique circonstancié, une étude de circulation probablement, avec ce qu'on appelle l'étude de l'origine et de la destination des poids lourds. Voilà. Et puis sur le passage à niveau, la présidente juge que notre proposition de relèvement des caténaires constitue une proposition technique intéressante et à laquelle elle souscrit. Il est certain que la présence du passage à niveau au cœur de la commune et dans un contexte de réseau routier dense contribue à accentuer la dangerosité de ce passage à niveau. En fait, ce n'est pas le passage à niveau en tant que tel qui est dangereux, comme si on pouvait y passer n'importe comment, c'est plutôt que ceux qui ne respectent pas les signaux de fermeture déclenchent un blocage et que dans ce cas-là, c'est la commune qui est engorgée, bien sûr. De ce point de vue, dit-elle, la limitation du tonnage sur la RD 44 en travers de Saint-Leu-d'Estran aurait manifestement un effet positif. Voilà, donc j'attends maintenant. Alors elle adresse ce courrier, elle aussi, à Madame la Préfète et à Monsieur le Président de la SNCF Réseau, dont j'attends par contre une réponse, voire un accusé de réception. Donc évidemment, nous allons relancer et nous battre sur ce sujet absolument central sur la sécurité et l'avenir de Saint-Leu. Voilà pour cette partie-là. Y a-t-il de nouvelles questions à ce stade? Il y a une question SNCF concernant les horaires de train. Oui, la correspondance, ouais. entre Saint-Leu-Creil et Creil-Paris. Je vais y répondre. Et une question sur la rue Jean Jaurès, mettre un sens interdit lumineux côté centre et un balisage au sol, genre fléchage, sens unique. Je suis pas sûr de me représenter exactement où serait la solution technique, mais si la personne veut bien nous préciser ça dans un mail, c'est intéressant. Mais effectivement, ça voudrait dire qu'on doit renforcer l'information des poids lourds. Alors il faudrait sûrement la faire encore bien plus tôt, puisque une fois que le camion est engagé dans la rue Jean Jaurès, il a très peu envie de repasser par la rue Pasteur. Sur les horaires de train, en fait, j'ai moi-même pris pendant quelques années le train pour aller à Paris. Si on veut vraiment jouer le jeu du départ par la gare de Saint-Leu, la correspondance le matin avec Paris n'est pas complètement impossible. Je dirais même qu'elle est assez naturelle. Je pense de mémoire qu'il y a plus de problèmes au retour, quand l'arrivée à Creil peut amener à une très longue attente avant de reprendre un train qui ne met que 6 minutes pour retourner à Saint-Leu-d'Estran. Donc effectivement, c'est un problème. On a aussi intégré ça dans la réflexion sur les nouveaux horaires des bus de l'AXO, l'agglomération Creil-Sud-Ouest, qui partent pour une bonne part de la gare de Creil. Donc on va vérifier qu'effectivement ça permettrait de régler la seule vraie question qui est combien de temps mettons porte à porte quand on fait l'effort, et j'en félicite ceux qui l'essayent, qui s'y essayent, quand on fait l'effort de prendre les transports en commun. Alors, il y a une personne qui me précise que ce n'est pas une usine Cefeso, c'est bien ce que j'ai dit. Alors, voilà, mais sa phrase dit « ça n'enlève en rien le fait que l'usine contient des produits chimiques à risque inflammables ». Nous avons eu l'exemple de l'usine Molidal à Saint-Maximin. Alors, si ça se produisait ici, les enfants ne seraient pas en sécurité dans la salle agriculture, même avec un vent de nord. Bien entendu, on n'a jamais dit que la salle agriculture devait être la destination finale ultime. Très, très sincèrement, pour connaître quand même bien les lieux et les deux côtés de la voie ferrée, on est quand même beaucoup plus loin de l'entreprise, parce qu'il faut bien se représenter que
l'entreprise Norchim ne prend qu'une petite partie de l'ancienne sucrerie. Et donc, ce qui est vraiment en face de la salle agriculture et même du gymnase, c'est pas Norchim lui-même, c'est l'ancienne sucrerie et ce sont des lieux désaffectés en fait. Donc on est vraiment plus loin. Sur le plan qui est derrière moi, je le regardais tout à l'heure, on voit quand même pas mal qu'entre le Norchim, est-ce que tu penses qu'on peut me suivre? Ouais. Il y a du soleil. Donc Norchim est ici et les écoles sont ici et ici. Et on voit qu'on rajoute quand même beaucoup d'espace en allant à la salle d'agriculture. Et qu'en plus, les bâtiments dont je parle, qui ne sont pas utilisés, sont en fait des barrières par rapport à un incendie. Donc très franchement, ce n'était pas du tout une solution inutile. Bien entendu, on est prêt à tout et on peut évacuer toutes les écoles et tous les établissements recevant du public plus loin s'il le faut. Là, c'était sincèrement, je pense, adapté à la situation et au fait qu'assez vite après, on a eu la confirmation que le feu était circonscrit. En fait. Et il y a une question concernant le port du masque lors des manifestations. Le port du masque sera-t-il obligatoire lors des manifestations qui se préparent, sachant que de nombreux cas Covid sont avérés sur nos communes voisines? Alors Et le port du masque aux abords des écoles aussi. D'accord. Le port du masque est en fait obligatoire depuis un arrêté du préfet qui a été pris mi-août. On avait anticipé cette décision parce que ça faisait partie des possibilités qu'on avait intégrées quand en juillet, on avait décidé de reprendre quand même un certain nombre de manifestations. Donc j'y reviens, vous le savez, on a été quand même particulièrement bons élèves pendant 4 mois, je dirais même mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait même 6 mois. Mais si j'enlève les vacances, il y avait 4 mois où il aurait dû y avoir un programme dense de manifestations qu'on a totalement supprimé. Et quand je dis totalement, c'est bien totalement, parce que les seules commémorations qu'on a maintenues étaient en fait sur Facebook Live et elles étaient avec très peu de personnes. L'idée était de reprendre notre vie, non pas normale, mais une vie et de convivialité. Par contre, quand on a donné le bon à tirer du programme de manifestation que vous avez reçu le 15 août, vous imaginez bien qu'il n'a pas été fait le 14 et que aux environs du 20 juillet, quand on a décidé effectivement d'imposer le port du masque, c'était avant donc l'arrêté préfectoral. Ce port du masque a été très bien suivi par les personnes qui sont venues à la première manifestation chronologiquement, qui est la fête de la libération, donc le feu d'artifice plus la fête de la musique. Bien entendu, malheureusement, le public était quand même plus restreint que d'habitude à cause d'une pluie tenace, comme on pourrait le dire. Néanmoins, le masque était respecté. La deuxième manifestation, c'était la fête de la rivière, la fête des associations, où également les personnes ont joué le jeu, puis la fête de la rivière, nouvelle animation qui, j'espère, a apporté beaucoup de joie à tout le monde. Et en tout cas, ça a été également sur les berges très très bien respecté. Donc tout ça est quand même très satisfaisant en termes de citoyenneté. Je remercie vraiment toute la population. Donc en ce qui concerne cette obligation, elle a été prolongée par Madame la Préfète jusqu'à fin septembre. Donc de toute façon, la journée du patrimoine de samedi et dimanche est avec masque. Et la manifestation à la base de loisirs le week-end prochain, le carnaval des possibles, sera également concerné. Donc je confirme effectivement, nous restons sur le port du masque. Alors, il y a une personne qui dit à juste titre que
que la fumée est arrivée au moment où les enfants évacuaient, j'en ai bien conscience. Sauf que s'ils étaient restés dans l'école, la fumée serait rentrée dans les classes. Parce que l'étanchéité, même si on refait les huisseries, ne peut pas être complète. Parce que, vous le savez probablement, quand on est vraiment sur une stratégie de confinement renforcée, ça veut dire qu'on passe du temps à mettre du scotch sur toutes les huisseries, à boucher également les ventilations. Et je rappelle d'ailleurs qu'on était quand même sur des journées chaudes et que avoir la perspective d'un bâtiment non ventilé au fur et à mesure que le soleil arrivait n'était pas forcément une très bonne idée. Donc effectivement, la décision, et je l'assume, était de s'éloigner quand même du problème. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'effectivement la fumée est arrivée, mais elle arrivait vers le nord et encore une fois on évacuait vers l'est, donc les risques étaient limités. Je ne dirai jamais que tout ce qui peut être décidé supprime le risque, il n'y a pas de risque zéro. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que dans notre programme municipal, nous avions évoqué l'idée de faire des exercices, donc je vous permets de vous rappeler feuille de route, reçue en février, dans lequel, je vous le lis pour qu'il n'y ait pas de bluff, risque majeur, inondation, tempête, etc. Faire participer la population à des exercices, mais aussi créer une réserve citoyenne de sécurité civile déclenchée en cas de crise grave. Alors ça aurait pu servir à quoi? Dans un cas aussi rapide, la réserve communale que nous allons créer aurait peut-être eu un petit peu de mal à aider à l'évacuation. Encore une fois, elle a été très bien gérée d'abord par les enseignants et les services municipaux. On pourrait par contre imaginer que cette réserve communale, alors c'est un ensemble de citoyens de bonne volonté qui ne remplace pas ni les pompiers, ni les services techniques, ni les associations de secouristes quand il y en a dans un événement. C'est par contre des gens de bonne volonté, formés à l'avance et qui jouent un rôle de réconfort ou d'information. Dans un événement comme celui-là, quand on a en fait non seulement déplacé les enfants à la salle agriculture, mais aussi quelques adultes des maisons les plus proches, on les a déplacés sur le gymnase Jean Massé, juste à côté de la salle agriculture. Ils sont restés 1h30 à cet endroit-là, non je dis une bêtise, 2h30, avant 9h jusqu'à 11h30, puisque je suis venu avec l'officier de sapeurs-pompiers leur confirmer la fin de ce dispositif. 2h30, effectivement, malgré le passage de quelques élus, quelques services, on pourrait imaginer que s'il y avait beaucoup de personnes, il faudrait organiser la vie dans un gymnase avec des boissons chaudes, un petit peu à manger, du réconfort, etc. C'est à ça que peut servir une réserve communale. Elle peut servir aussi, si on en a le temps, à frapper aux portes dans le cas d'une évacuation ou d'un confinement. Encore une fois, les deux sont possibles. Elle peut servir aussi à encadrer des manifestations hors risque majeur. Donc il y a beaucoup de choses à faire et si certains d'entre vous sont intéressés, nous resterons en contact et j'espère qu'on débouchera dans la prochaine année sur cette réserve qui sera un très beau symbole du fait que nous faisons attention aux risques. Voilà. Personne n'est parfait, personne ne prétend avoir pris toujours toutes les bonnes décisions à la minute près, mais je pense qu'on a fait au mieux et ça a été je pense, ressenti par la grande majorité. Il y a eu une question plus haut sur le Bas-Metmont. Je vois une question sur la rénovation du balastre. Alors je ne sais pas de quel balastre on parle. Et il y a... une réponse sur le... Voilà. Donc Bas-Metmont et balastre, alors je ne sais pas de quel balastre on parle. Bas-Metmont en tout cas, alors souvenons-nous,
la rue du Bas-Mettemont est municipale. Les 3 rues qui font un peu comme le M de McDonald's, qui rejoignent la rue du Bas-Mettemont, sont encore propriété d'EDF depuis 1987. Et on travaille pour reprendre la propriété de ces rues pour pouvoir y faire des travaux. Donc nous sommes au bout de nos peines avec EDF qui a enfin accepté, c'était juste avant le Covid, de nous donner un peu d'argent pour, à l'appui de notre reprise des rues concernées. Il y a eu un retard avec le Covid de rédaction de l'acte de vente, mais on espère que dans les quelques prochains mois, on va pouvoir passer au conseil municipal cette décision qui m'autorisera à signer la reprise. On a déjà chiffré ce que coûterait la reprise, on va dire d'abord des éclairages, la rénovation des éclairages, mais aussi des réseaux et enfin de la voirie. Il vaut mieux faire les choses dans cet ordre-là. C'est beaucoup, on ne pourra pas tout faire en une année. On a donc choisi pour l'instant de montrer aux personnes du quartier qu'elles n'étaient pas oubliées, et il y a donc cette rue municipale du Bas-Mettemont qui mérite quand même un peu de travaux. On a une réflexion supplémentaire qui concerne cette rue comme d'autres endroits de la ville, qui est ce que nous avons expliqué dans notre programme comme étant un projet de boucle urbaine. Alors des boucles urbaines, c'est l'idée que tout en étant quand même sur un trajet qui ne serait pas très long, il est peut-être temps dans notre ville d'avoir certains segments de rue ou certaines rues en sens unique, quitte à rallonger un petit peu effectivement les déplacements, mais il y a un intérêt, c'est qu'on pourrait comme ça rajouter des places de stationnement sur la rue, en les protégeant bien sûr, et de manière à répondre une bonne fois à ce problème quand même régulier de parking de véhicules sur les trottoirs, ce qui n'est pas une bonne idée et ce qui n'est toujours pas légal. Certains peuvent avoir l'impression que ce n'est pas toujours sanctionné, que chacun prenne son risque, mais il n'y a ni rien de légal, ni rien de toléré, il n'y a juste pas assez de temps pour sanctionner toutes les infractions. Donc je redis qu'il ne faut pas stationner sur les trottoirs, ni en semaine, ni le soir, ni en week-end. Il y a par contre voilà, des réflexions rue du Bas-Mettemont sur certains sens uniques, et donc on va faire en même temps les travaux et le changement de circulation. Et quand je dis on va faire, c'est qu'on va d'abord en parler avec la population du quartier notamment. On sait très bien que la population qui emprunte cette rue n'est pas que du quartier, puisque c'est un axe important d'accès au collège. Donc on va regarder tout ça et on aura l'occasion d'en reparler. Je me permets d'ailleurs de vous confirmer, de vous préciser qu'il y a eu un courrier signé par mon adjoint à l'urbanisme et par moi-même, qui a été envoyé il y a quelques jours à d'autres personnes, rien à voir donc avec le stationnement. C'est la notion de citoyenneté qui m'y fait penser. Donc c'est un courrier qui a été envoyé exactement à 42 personnes et qui leur rappelait qu'il serait bon, pour une question de principe mais aussi d'esthétique, de terminer les murs qui, dans tous les cas qui ont été identifiés, sont commencés, font l'objet de parpaings, mais ne font pas l'objet d'une fin de chantier correcte, avec notamment un crépi. Nous avons souhaité effectivement faire ce rappel utile, et il a été plutôt bien perçu par une très grande majorité de personnes qui se sont dit oui, bon, je dois relancer ma fin de chantier, et d'autres personnes ont plus de mal à comprendre. Je vous rappelle que la mairie elle-même a des choses qui ont pris du retard, a des chantiers qui ont pris du retard. Ce n'est malheureusement pas un argument, donc j'ai bien rappelé pour ceux avec qui j'ai pu converser que l'un n'empêche pas l'autre, que bien sûr nous pensons avoir fait des progrès sur notre réactivité, mais que là on parle de plusieurs années de retard dans la fin des chantiers. Donc je remercie à l'avance les personnes qui ont
pris des engagements de procéder à la fin de leur chantier. Je vois arriver Stéphane Hautecoeur qui a réussi à éviter 53 minutes de Facebook, mais qui ne va pas éviter quelques minutes complémentaires. Si tu veux à la fois... alors j'ai raconté beaucoup de choses, hein, mais... Ouais, je sais pas. J'ai à la fois tout raconté sur l'événement de ce soir et l'événement de mardi. Sur l'événement de ce soir, est-ce que tu peux nous redire l'enchaînement et le type de camion qui a encore une fois engendré un problème dans notre commune? Alors, petite chose, ce n'est pas un camion, mais là c'est vraiment une pure rupture de caténaire. C'est-à-dire que le train qui fait la liaison entre Saint-Leu-d'Escamps et Persan-Beaumont a arraché la caténaire juste avant l'arrivée au PM 39, donc juste derrière l'entreprise Vulco, ce qui a engendré une coupure générale d'électricité et fait tomber, quand on dit fait tomber les passages à niveau, c'est-à-dire que l'ensemble des passages à niveau de la ligne sont fermés. Donc tous les véhicules étaient bloqués à l'ensemble des passages à niveau, ce qui a fallu se rendre sur place, mettre en place les déviations avec la police municipale et les services techniques, que je remercie. Les gendarmes aussi sur place, et puis afin de remédier au problème. Une fois que les différents intervenants SNCF au niveau caténaire, donc sécurité, puissent faire venir les pompiers, puisque le train était bloqué avec 37 voyageurs plus le conducteur, donc 38 personnes étaient bloquées dans le train. On vient à l'instant même d'évacuer ces 38 personnes, pris en charge par des bus ou par les parents qui sont venus chercher leurs enfants. Merci Estelle. Et puis la libération des différents passages à niveau, donc aussi bien sur notre commune, mais aussi sur les communes aux alentours, ce qui a aussi engendré une coupure générale. Donc peut-être que vous avez de la famille, amis ou mari et femme qui sont bloqués à ce moment même sur l'axe Paris-Creil, puisque la coupure générale a tout bloqué. Et je vous annonce, si vous ne le saviez pas, que des personnes dans les voies au niveau de la Versine sont descendues. Donc les agents de la SUGE, la sûreté ferroviaire, les gendarmes, j'étais avec le capitaine, le numéro 3 de la compagnie de Chantilly, sont rendus sur place avec les gendarmes pour essayer de libérer les voies pour que la circulation des trains puisse continuer. Voilà pour l'événement de ce soir. Alors merci, mais ça soulève un paquet de questions. Alors on est en direct, donc qu'est-ce qui fait alors mea culpa sur le fait que j'avais encore accusé un camion, mais c'est quand même c'est arrivé 7 fois, donc ça aurait pu arriver une 8e, et puis c'était les premières informations qu'on pouvait avoir. Et qu'est-ce qui fait qu'un train peut lui-même arracher un caténaire? Parce que normalement c'est fait pour lui. Alors justement, c'est l'usure du matériel en fait. L'usure du matériel qui fait avec le passage, l'intensité, 25 000 volts passent dans ces caténaires. Et puis le frottement donc, avec le pantographe. Le pantographe, c'est la partie métallique qui fait jonction entre la cabine et la caténaire. Et voilà, ça fait partie de l'usure, donc c'est une partie qui a cassé. Et donc il faut surtout ne pas descendre du train. Il faut que les agents caténaires vérifient que les coupures sont bien faites. Pas de blessés, tout s'est bien passé, pas de personnes malades. De toute façon, la SNCF était venue avec des bouteilles d'eau. Et aussi, on peut remercier le gérant de la société, j'ai mangé le nom, je m'excuse monsieur, de la société Vulco qui a ouvert son entreprise pour que les secours, pompiers ou personnes puissent se boire un petit coup, se reposer. Et encore là, avant que le bus arrive, le parking était grand ouvert justement pour permettre aux bus et aux usagers d'être en sécurité pendant qu'ils puissent monter dans le bus et repartir sur leur destination finale. Merci, là c'est un bon exemple à nouveau de gestion de crise et de partenariat avec tout le monde. Avant de passer sur la partie Nordchip pour un complément de ta part, je présente mes excuses à la personne qui parlait de ballast. Je pensais qu'il parlait de balustrade et je cherchais. En fait, c'est du ballast, c'est-à-dire les cailloux sur la voie. Donc il dit qu'ils n'ont pas été changés à droite et à gauche. C'est vrai qu'il y a une différence de couleur, mais est-ce que ça signifie quand même que ça n'a pas été changé dans les travaux de l'année dernière? Alors, tout le ballast a été changé pour le ballast qui était considéré comme usé. Les parties, alors le ballast il est noir, il est sale, hein, il n'est pas de mauvaise qualité, mais c'est pour ça qu'il n'a pas été remis du ballast blanc ou gris tout partout. Il reste du ballast qui était encore de bonne qualité. Et pour le ballast ou tout, je ne sais pas si Fred en a parlé, mais tous les appareils de voie qui sont restés de part et d'autre justement du passage à niveau. On a fait une première rendez-vous sur place il y a 15 jours avec le représentant des passages à niveau, puisque SNCF, il y a plusieurs familles
Et nous faisons une deuxième réunion là, dans 10 jours, avec toujours cette même personne et son responsable référent sécurité des passages à niveau, justement, pour voir comment améliorer aussi bien les pièces qui sont restées sur place, les ballasts qui sont aussi entreposés, et aussi la végétation qui ne cesse de pousser, et ce partenariat qu'on pourra voir ensemble. Et effectivement, j'ai exposé longuement notre lettre conjointe à la SNCF, à la préfète et à la présidente du conseil général, et j'ai exposé la réponse de la présidente, y compris sur nos demandes de radar de franchissement de passage à niveau. Mais là, on est plutôt sur l'exigence d'entretien à tous les niveaux autour de la gare et sur les voies. Très bien, alors merci pour ça. Alors sur Nordschim, j'ai là aussi décrit très complètement l'enchaînement des événements et pourquoi on est passé du confinement à l'évacuation. Est-ce que tu peux simplement préciser comment l'évacuation s'est passée entre les enseignants, les personnels municipaux? Alors, on a réussi à être avisé très très rapidement. Alors, je pense que ce maire vous a fait relater un petit peu toutes les minute après minute comment c'est passé, mais c'est vrai que 14 minutes au moment où on décide d'évacuer et pour mettre l'ensemble des enfants, donc des 3 bâtiments en sécurité au niveau de la sériculture, on a pu se séparer avec le personnel présent, donc l'ensemble des institutrices, les ATSEM, le personnel de M. Patrick de Grandmaison et toute son équipe du service enfance. On a le service technique qui sont venus aussi nous porter, donner un coup de main. Bien sûr, notre police municipale, mais qui faisait plutôt des allers-retours pour sécuriser l'ensemble du périmètre. Et on a pu, dans un calme absolu, avec des enfants qui ont très très bien joué le jeu, pu se rendre rapidement en sécurité. Et dans cette salle agriculture, franchement, même les instituteurs et les enfants, j'en tiens à les remercier, parce qu'on a pu leur faire par écrit, mais on peut le faire aussi par oral, puisque tout le monde a vraiment joué le jeu, tout le monde était vraiment très espacé. Les groupes n'étaient pas mélangés, on a pu profiter de l'ensemble de la salle, mais aussi du bar, donc la partie gauche, pour séparer toutes les classes. Et malgré un brouhaha, vous imaginez 3 heures des enfants dans une salle, franchement, encore bravo à l'ensemble du personnel, des enfants, pour cette évacuation qui s'est très très bien passée. Voilà, merci beaucoup. C'est effectivement du vécu, puisque c'est toi qui y étais au début. Je t'avais rejoint et on a après inversé les positions. On a bien noté qu'on nous demande de remettre un panneau limitation pour poids lourds dans la rue Salvador Allende. On continue petit à petit à identifier certains poids lourds qui ne devraient pas être dans notre ville, y compris en des cas de livraison d'entreprise. Donc on y travaille, mais on va regarder précisément ce sujet. On va vous laisser puisqu'on est... Il y a juste Monsieur Levoire qui reparle de la réserve citoyenne, Oui. qui dit que c'est une très bonne idée et qui demande s'il y a la possibilité de prendre un rendez-vous pour dialoguer. Eh bien, nous dialoguerons et il sera surtout sollicité dans une réunion d'information qu'on doit préparer. Mais il peut d'ores et déjà envoyer un message via le site internet ou en Facebook sur l'onglet messages, et de toute façon on aura ce message, on gardera ses coordonnées, on n'hésitera pas à revenir vers lui, et si on peut échanger même avant, toutes les bonnes idées sont bonnes à entendre et on peut travailler ensemble. Très bien, bravo, merci à tous, merci de vos questions, et on n'hésitera pas à reprendre un rythme régulier de Facebook Live ou d'en instituer un si l'urgence se fait sentir en quelques jours. Merci encore, bonne soirée. N'hésitez pas ce week-end les GEP. Les GEP, les journées du patrimoine. Bon week-end, à très bientôt, au revoir.